Hey, bonjour et bienvenue à l'émission La Grande Virée. Nous sommes réunis aujourd'hui dans les jardins de la maison Félix-Leclerc afin de nous remémorer nos virées dans cette belle région de Vaudreuil-Soulanges. Et sans plus tarder, je vous présente l'équipe de La Grande Virée, mes chères collaboratrices, Isabelle, Rosa-Li, Alexandra et moi-même, Danilo. Et cette semaine, nous partons en virée à Hudson. Hudson se trouve à environ 45 km à l'ouest de Montréal, sur les rives du lac des Deux-Montagnes et de la rivière des Outaouais. La population de la ville est majoritairement d'expression anglaise. En effet, environ 75 des résidents parlent anglais. J'adore aller à Hudson, juste ici à côté. Moi, ça me fait penser comme une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Beaucoup de nature et son côté pittoresque aussi, son architecture pittoresque, c'est juste incroyable. Eh bien, vous savez, comme la Nouvelle-Angleterre, Hudson a un côté patrimonial très riche, voilà. Et c'est ce que j'ai découvert à la maison Greenwood. Est-ce un film d'époque que je tourne? Ben non, pas du tout! Je suis au Centre d'histoire vivante de Greenwood où je rencontre Geneviève Grenier, qui est la directrice générale du centre, et elle me fait le tour de la maisonnée. La partie originale de la maison, donc la première partie, construite par Jean-Baptiste Sabourin, qui était un coureur de bois qui travaillait de façon très proche avec les Amérindiens de la région. Puis c'est ça, il a construit la maison avec une jeune femme qui s'appelle Sarah Hanson, qui était en fait une Quaker américaine. D'accord, d'accord. Et ils ont construit la maison, ils étaient là avec 9. Il y avait 10 enfants en tout. Mais ce qu'on connaît, ce qu'on sait, c'est que Sarah Hanson, la dame de la maison originale, avait insisté qu'elle soit capable de rentrer jusqu'au fond sans être obligée de se pencher. Ah, alors, on peut voir justement la taille de Mme Hanson. Oh! C'était pas une grande femme. Non, vraiment pas, hein? Vraiment pas. Donc, quand on a des enfants qui viennent nous voir ici à Greenwood, on leur demande de nous dire qu'est-ce qu'ils voient ici, ça peut servir à quoi. C'est vraiment génial d'être capable d'interpréter les choses avec les enfants. Parce qu'on ne veut pas que ça soit un musée où on touche à rien. On veut être capable, évidemment, il y a des choses fragiles, mais pour la plupart des items qu'on a ici, on permet aux gens de regarder, de toucher, pour que ça soit vraiment... D'avoir cette interaction c'est ça. Et ludique à la fois, j'imagine. L'histoire vivante. L'histoire vivante. Et de là le nom. Là, ce que je veux vous montrer, c'est vraiment de voir ces planchers extraordinaires. Si on voit, les planches de bois sont de différentes largeurs. Et la raison, c'est que les arbres qui ont été défrichés pour faire les terres, c'est les mêmes qui ont été utilisés pour faire le plancher. Ah, ben oui, alors, ils prenaient l'arbre tel quel, se servaient de l'arbre pour créer ces planchers. Et alors, Sabourin, eux, ils ont vendu, alors pas Jean-Baptiste, mais probablement de ses enfants, ils ont vendu la maison en 1820. D'accord. Et le terrain à un monsieur de Dernier qui a acheté ça pour son fils. Il savait que de Sainte-Anne-de-Bellevue jusqu'à la frontière, ce qu'on appelle Lower Canada, Upper Canada, alors à sa frontière-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des magasins généraux. Il n'y avait pas beaucoup il n'y avait pas encore beaucoup de commerce. Alors, il y avait vraiment une demande pour ce commerce-là ici. Et c'est justement pour ça qu'ils ont acheté le terrain, qu'ils ont construit la deuxième partie de la maison, qui est ici, jusqu'à ce qu'on voit la véranda. Et là, c'était magasin général. Tout à fait. Ils avaient une fille seulement qui s'appelait Mary Cecilia, qui est née ici, qui a vécu ici. Le magasin général allait bien, alors ils ont aussi construit le premier bureau de poste de la région. Quand son père voulait comme
si on veut, essayer de le convaincre que c'était une bonne place pour vivre. Il a regardé d'en haut ici, il a vu la vue, il a dit, ben ça me fait penser à Como, en Italie. Oh, c'est oui. super, Peter. Viens, vous allez vivre ici. Alors, c'est pour ça que la région où on est s'appelle Como. Alors, quand on est rentré tout à l'heure, vous avez remarqué cette magnifique escalier, mais ici, c'était le bureau de poste. OK, oui, parce que c'est l'autre partie, effectivement. Exactement. Mais ce que je veux vous montrer, c'est la robe de mariée qui est ici de 1847. Wow. La robe de mariée de Marie Cecilia de les derniers. D'accord. Quand elle s'est mariée à M. R.W. Shepherd. Vous savez, j'ai pas la sensibilité de trouver des robes belles ou... J'ai pas cette sensibilité, moi, dans la vie. Mais je dois vous avouer que je vois cette robe et je la trouve juste incroyable. Dites-moi, mademoiselle, est-ce que vous êtes à la recherche d'un mari? Et après leur mariage, ils ont eu une dizaine d'enfants. Ils ont eu 10 enfants. On est encore dans une grande famille. Puis 9 ont survécu et sont nés pendant comme une dizaine d'années, ces 10 enfants-là. Alors, au moment où le plus vieux était marié, commençait sa famille, le plus jeune était encore très jeune. Oui. Et ils ont construit plusieurs maisons dans la région qui existaient. Alors, la région est devenue surnommée, si on veut, Shepherdville, parce que c'était des Shepherds. C'était vraiment la famille Shepherd qui construisait. C'est ça. Et les maisons s'échangeaient entre les frères et les sœurs. Ah ben oui. D'une été à l'autre, parce qu'on s'entend, c'était toutes des maisons d'été ici. Cette famille-là habitait à Montréal et puis venaient passer leurs étés ici. À la mort de leur mère, Mary Cecilia, en 1901, elle a légué la maison à son plus jeune fils qui s'appelait Dell. Et lui, avec sa jeune femme qui s'appelait Vicky McCallum, ils ont rafistolé la maison parce qu'elle voulait avoir des grandes fêtes ici. Et elle disait que c'est un petit chalet de rien du tout. Comment est-ce qu'on va faire pour rendre les gens? Oui. Eux sont de Westmount à Montréal. Oui. La dernière construction à se faire à la maison, c'est la dernière partie ici, qui était à un moment donné un genre de portique ou une véranda extérieure. Alors, c'est le troisième fils qui s'appelait Francis Shepherd, qui était médecin. Il a dit, bien, moi, je l'aimerais Greenwood, mais je ne le veux pas pour moi, je le veux pour ma fille. Lui aussi, il avait une fille qui s'appelait Mary Cecilia, qu'on nommait Cecil, pour ne pas la confondre avec sa grand-mère, évidemment. Bien sûr. Alors, eux, ils ont réussi, ils ont eu la maison. Et non seulement qu'ils ont rafistolé l'intérieur, et surtout cette dernière pièce, ainsi que la chambre en haut, mais il a aussi tout refait les jardins. Alors, si vous voulez, on peut aller marcher dans les jardins pour voir qu'est-ce qu'il a construit. Puis la dernière génération, donc notre chère comédienne Phoebe, c'est elle qui va léguer la maison. Et finalement, elle va la léguer à qui, à quoi? Elle lègue la maison à un organisme de Montréal qui s'appelle le Canadian Historical Society of Quebec. Ah d'accord. Donc c'est un CHQ à but non lucratif. Et ce groupe a une quinzaine de maisons à travers du Québec qui ont une valeur historique significative. Oui, oui. Et en fait, même dans son testament, c'est écrit que la maison serait utilisée pour rendre service au public de temps en temps, pour permettre au public de comprendre leur histoire, leur culture et l'historique de la famille Shepherd.
Nous avons un festival littéraire qui se passe à tous les années. Cette année, c'est notre 20e anniversaire. Et voici les livres de tous les auteurs qui sont venus nous voir, chacun signé par l'auteur. Wow! Et c'est vraiment un festival. Après cette année, on pourra compter 150 auteurs qui sont venus ici à Greenwood nous raconter leur histoire. Incroyable. Encore une fois, ça remonte sur l'idée des histoires, des récits racontés. Il y a le nom Margaret Atwood. Oui. Est-ce que vous êtes en train de me dire que Margaret Atwood est venue ici? Non seulement une fois, mais deux. Ah une ouais? fois parce qu'on l'a invitée, elle a tellement adoré ça qu'elle a dit à son partenaire de vie, Graham Gibson, qu'il devrait venir aussi, puis elle est revenue. Alors, on a eu la chance d'inviter Margaret Atwood manger dans notre salle à manger 2 fois. Le Centre d'histoire vivante de Greenwood est un endroit incroyable. J'ai vraiment adoré mon expérience. Pour tous les passionnés d'histoire, vraiment, c'est un lieu à découvrir. Leur merveilleux jardin, mais comme le nom le dit, le Centre d'histoire vivante, c'est l'histoire vivante. Alors, on peut toucher aux choses, on peut vraiment avoir une expérience ludique et interactive avec les choses du passé. Donc, moi, j'en sors plus que satisfait. Et sur une échelle d'étoiles, ben, je donne un 5 étoiles à cet endroit merveilleux d'histoire. Alors, c'est un rendez-vous pour amoureux, peut-être moins amoureux d'histoire. Qui sait? Ça sera peut-être une belle découverte. Hey, super reportage. Sérieusement, là, bien, moi, à Hudson, là, ce qui me plaît beaucoup, bien, c'est évidemment la présence de végétation, de nature. Puis, Rosa-Li, toi, tu as découvert, parlant de nature, un endroit qui t'interpelle. Oui, c'est ma visite au Nichoir qui m'a impressionnée. Le travail pour le centre de réhabilitation des oiseaux, c'est tout simplement incroyable. Hi everyone! Today I'm at the Nichoir where I'm going to meet Susan that's going to talk more about the Center of Rehabilitation for Birds. Let's go! Hi Susan. Hi. How are you? Good, and you? I'm good. So as a director of operations, what's your role in the Nichoir? So I oversee essentially all the operations. So that's from the bird care program to the education program, as well as our boutique. And so I'm helping support the staff in pursuing our mission and programs. What's your mission? So our mission is to conserve wild birds as part of our natural heritage for future generations. Okay, and how do you take care of the birds? Well, what we do is that our goal is to release birds back into the nature. And so pretty much most of the birds that we receive are due to human impacts. So say a bird accidentally hits your window, or if you're driving and you accidentally hit a bird with your car, what we do is we provide our bird care services free of charge. We have permits to be able to do this from the federal and provincial government, and we provide care to the birds with the intention of putting them back in nature after. That's great. And what's the process for people to come in and give you the birds that are injured or that are not functioning well? Well, what it is that we don't offer a pickup service just because due to limited resources. So what generally happens is either people come to the building or they'll call us for instructions. So if someone finds a bird, the best thing is to call us ahead of time just to make sure the bird needs to be rescued, because in many cases, a lot of the time, especially when it comes to young birds, they actually should be left alone. But once people speak to us and we confirm that the bird needs to be rescued, the best thing is to place the bird in a cardboard box lined with a towel, and then just transport it in your car without music or like a lot of air conditioning. Okay. So. And do you have to put holes in the cord box? The box, yeah. Ideally, we put holes, and we always recommend cardboard boxes because what's nice about them is they're very dark. And so when birds are covered in darkness, they tend to be more calm. It's also important to remember to transport a bird in a smaller box, because sometimes we get a little sparrow in a massive box, and the problem with that is that they can get banged around during transportation. So the best thing is, you could put holes in it. If you're worried the bird might escape, you could gently put tape on the top or put a towel on top. And once they're here, what do you do?
So what we would do is that we record all the information that the finder can give us in a database that we have. And so each bird has a unique file. And what we do is we provide the bird with a medical examination. So we'll see like if the bird, if the bird's injured, what type of injuries it has. We provide it with medical treatment. If the bird's in shock, we have access to an oxygen machine and other medical equipment to help them. We have the final stage of the birds. Can you explain us a bit what happens here? Yeah, so most of the birds, le Nichoir receives almost 3,000 birds a year. And what happens is over half of them, or about half of them, are young birds, so we call them nestling or fledglings. And those birds are hand-fed. Some of them are hand-fed every 20 minutes to every hour. Once they start getting bigger and they're able to explore a little bit more on their own, and we're seeing that they're starting to fly, then we place them in flight cages. And these are some of the flight cages that we have. We have them throughout the 2 acres of property that we own. So behind us, there's the final stage of the birds. Mm-hmm. Can you explain to us what happens here? Sure. So as the final stage, this is where the birds become, they're exposed to more of nature. So you can see some of the flight cages are open, which allows the sunlight and the rain to expose the birds, and that helps condition their feathers and get them ready for the wild. Once we see the birds are self-sufficient, meaning they're flying very well, they're eating on their own, but most importantly, that they're afraid of people, then we release them out into the wild. So this is the final stage. About half of the birds that we receive at le Nichoir are actually babies, and these are birds that we hand feed. But once they start getting a little bit bigger and a little bit more rambunctious and they want to explore their environment and they start to fly, then we place them out here. And so most birds, like probably depending on the species, can spend about 2 to 4 weeks outside. Okay, that's great. And I wanted to know, what's the biggest challenge? Of rehabilitation? Yeah. Well, I think one of the biggest challenges is just lack of resources. So we don't receive government funding. So we're actually quite amazing that le Nichoir can function mostly on public donations. We even built a new facility in 2016. So I would say that's usually the biggest challenge. But we're really lucky because we have enormous amount of community support. We have a volunteer program of about 150 volunteers that help us. And so we're able to overcome these challenges by having a lot of help. But generally speaking, it's the lack of resources. Yes. Okay, well, I hope that in the future you can get more resources, and I hope that you can continue your great work. Thank you, and thank you so much for coming today. You're welcome. Brewery, and today we're going to talk with the owners to discover a wonderful story. But we're also going to try some beer. I gotta say that I'm not used to drink alcohol, so my reaction might be a bit funny, but I'm really excited to try them. Let's go! So I heard that you have a wonderful story. Can you tell me about it? Sure. So the story of this brewery is that we had, our children were in Boy Scouts or in Cub Scouts, and our friends had children also in Scouts, and we met at that, at like a Scout supper or something. And my husband had gone to brewing college in Ontario, and our partners were interested in starting a brewery, and so we became friends and we started the brewery together. So it started a year ago. Today you're celebrating? So it started, the whole idea was probably 2 years ago. Okay. Maybe even 2.5 years ago. But today is our 1 year anniversary of being open. Well, happy birthday. Thank you.
And I wanted to know, what was the biggest challenge to open this brewery? Well, you know, the biggest challenge that we faced was COVID. I mean, I have to be completely honest with you. Yes. Because we were rushing to open. We were hoping to get a brewing license in time for St. Patrick's Day, 2020. And if you remember back to March 2020, we could sort of see that things were slowing down. Like in our first news that maybe that things weren't going to go so well was when our brewing equipment in China, their factory shut down. Oh. So then we were like, oh, okay, this is serious, right? And at that point it was only serious in China, but then within a month it was everywhere in the world, right? So that was like our big challenge at first. And then of course, to be in a brewing industry, having people in the door. When we opened last year in October, we were rushing to open to be able to invite clients in to have a beer, but we got shut down by the government like the same weekend we opened, basically. Like we never were able to open our tap room. But what we did was we sold beer out the door. So people could just come in, they'd buy their beer, they'd go home with it, and the town of Hudson was so supportive. Oh, that's great. Well, I see that it's really popular. Taste some beer? Yes. Can you introduce me to all the names of the beer? It's called the Golden Square Mile, then Camp Norway, Red Spark, and finally the Hefeweizen called Wonderlust. As I saw, you name your beer after history. Usually, usually it's either where the beer's from, or where the recipe's from, or something to do with the background of the beer, right? We try and avoid just giving the beers random names. They're going to have something having to do with the beer itself. Yeah, they have a meaning behind. Exactly, they have a meaning. Yep. Okay. So this one is called Red Spark. So the Red Spark, it's a Kolsch, and Kolsch comes from the city of Cologne in Germany. And in Cologne used to be its own city-state, and they had their own city guards, and they were called the Rotfunken, or the Red Sparks, and they would dress up in these very red military uniforms. Okay. And today, at the yearly carnival, there's still people who dress up in these outfits just for fun. Oh, well, who knew you could do a beer out of beets? Yep. I like this one better than... This building was an auto body shop before. It was Pierre's Auto Body, and it had been that for like 20 years or more. Yeah. So when we were doing construction, people were walking by, and they were all like what's happening there? What's going on? And now, of course, I think anybody in Hudson knows what we're doing, just because we're pretty visible in the main, like the downtown of Hudson. Yeah. Now the last one is called Wonderlust. So it is a German Hefeweizen. Now a week ago we had our October Festival, and this was launched at the October Festival. Okay, so it's new from a week ago. Yeah. The yeast that I use with it, with the wheat, creates these banana and clove flavors in the beer. So. Okay, well, let's try it. It's a good fall beer. Yes. Yep. Now that you said the banana... Banana and clove. Yeah. Yeah, I tasted it. And to close the interview, I want to know what makes you special. What makes the brewery special? What makes the brewery special? Well, it's the center of the community here in Hudson. Like, we kind of lucked out in this location. It's a used garage. And the idea is that you can come here, but you can taste beers from anywhere in the world. And I wanted that as a brewer because I didn't want to have a brewery where I was set only making one type of beer. I wanted to have a brewery that gave me the freedom to make anything from anywhere. That's great. And also, I heard that you guys also care about the environment a lot. Oh yes. Well, we do a lot to try and
reduce our waste and definitely reduce or eliminate all plastic. So one of our big stumbling points when we were starting up, the whole brew house in the back, the mash tun and the kettle I was talking about, they're all run on steam. And so there needs to be a steam boiler. And so we got an electric steam boiler because we're in Quebec and there's really cheap hydroelectricity, so we thought that'd be great. Except the steam boiler had to come from the United States and it was during COVID, and so we were waiting months and months and months for the boiler to arrive. But yeah, we have an electric boiler, so we don't use natural gas or oil or anything like that. It's just electricity and it's super fast, it's fantastic. And then our packaging, all of our cans, a lot of breweries will have a shrink wrap plastic label. We don't have that, we have a paper label. And we're moving into cans now that actually are printed directly on the can. And so the cans are infinitely recyclable because it's aluminum, and then there's no wastage of plastic. And even our holders, for if you buy 4 cans at once, we have a paper holder that holds them together. We didn't want those plastic rings. Yeah. Well, that's a wonderful thing to do. Well, congratulations on opening it and having such a successful place. I hope that next year is going to be even bigger. Thank you so much, Rosa-Li. All right. Et c'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. Merci, cher public. Merci à mes collaboratrices Isabelle, Rosa-Li, Alexandra. Merci à toute l'équipe de C'est sur la télé. Ici Danilo qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la Grande Virée. Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut! Question quiz. Combien de sacs de plastique entrent à l'heure dans votre centre de tri, pensez-vous? 15 000. Conseil facile, prenez tous les sacs et emballages de plastique qui s'étirent et faites-en un sac de sac. Ça va donner un gros coup de main au trieur. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!